Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. C'est notre focus, on va commencer par notre rôle modèle. Il a inventé un robot qui va révolutionner le monde de la chirurgie et du traitement des cancers. Rien que ça, il s'appelle Bertin Naoum et on découvre son portrait dans un instant. Et puis c'est notre chroniqueuse du jour, elle a une idée derrière la tech et on souhaite la bienvenue dans cette émission à Lisa de Bernard. Bonjour Lisa. Bonjour Philippe. Soyez la bienvenue dans cette émission et sur le plateau. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien, on va faire un petit récap de l'actu tech de l'été pour tous ceux qui ont manqué toutes les actualités qu'il y avait durant 2 mois. On voit ça dans un instant. Et puis justement, dans cette émission, on va plonger au cœur de l'actualité tech aujourd'hui en vous proposant 2 sujets particuliers. D'abord, la déferlante arrive en France et elle va faire des dégâts après des années d'euphorie. L'industrie des jeux vidéo est dans la tourmente. Et puis deuxième sujet, entre une entrée en politique, une volonté de contrôler l'opinion publique ou encore une soif de pouvoir, que veut vraiment Elon Musk? On va en parler avec nos invités. Alexandre Azria, bonjour. Bonjour Philippine. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes expert en nouvelles technologies, en intelligence artificielle et vous êtes le fondateur de Le Croissant AI. On va avoir aussi dans un instant, un peu plus tard, Guillaume Gralet, le rédacteur en chef Tech et Sciences au point. On en parle dans un instant, juste après le focus. Diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, chevalier de la Légion d'honneur ou encore aujourd'hui à la tête de la société Quantum Surgical, le parcours de réussite de Bertin Naoum n'a pourtant pas toujours été une évidence. Vous allez le voir, il est notre focus du jour, présenté aujourd'hui par Jean Martineau. Au-delà des histoires extraordinaires, des personnages inédits qui captivent les petits et les grands, ce qu'il y a de plus extraordinaire avec la science-fiction, c'est finalement ce qu'elle a de réel. Son histoire à lui est très réelle, bien que merveilleuse. Fils d'immigrés béninois, il grandit dans un orphelinat français. Aujourd'hui, Bertin Naoum est à la tête de l'une des plus grandes success stories françaises. En tant que patron fondateur de MedTech, le Français révolutionne la robotique médicale internationale depuis plus de 20 ans, créant des robots qui optimisent la façon de traiter les patients au point d'être plébiscités dans le monde scientifique. Donc MedTech est une société qui est spécialisée dans la conception, la commercialisation de robots chirurgicaux. Nous concevons une nouvelle génération de robots chirurgicaux utilisés pour des opérations du cerveau et de la moelle épinière. Nos robots sont de conception 100% française et sont utilisés dans différents établissements hospitaliers. Diplômé en robotique, Bertin tombe dans le milieu médical un peu par hasard à la suite d'un travail scolaire. Pour lui, tout c'est clair, il est en capacité d'apporter son savoir à la cause la plus noble qu'il soit, aider des patients grâce à ses inventions. Il se spécialise donc après ses études dans le monde de l'high-tech médical et en 2002, il lance sa propre boîte et crée son premier robot spécialisé dans la chirurgie du genou. La technologie est rapidement rachetée par un grand groupe américain et le Français réinvestit donc cet argent dans la conception d'un nouveau robot. Aujourd'hui, il y a un réel momentum de ce qu'on appelle la robotique chirurgicale qui commence à être de plus en plus reconnue comme étant un outil absolument indispensable dans l'évolution de la chirurgie, tout simplement parce que les robots sont en fait des outils intelligents qui vont assister les chirurgiens dans ce qu'on appelle la chirurgie moins invasive, c'est-à-dire notamment au travers d'incisions plus petites. Le rôle que la robotique et la technologie peut jouer à très court terme, c'est de fiabiliser l'acte chirurgical, c'est-à-dire de permettre d'offrir au plus grand nombre d'utilisateurs, de chirurgiens et donc de patients les plus hauts niveaux de qualité de soins possible. Aujourd'hui, Bertin a créé 4 robots, dont un dédié au traitement peu invasif des cancers de l'abdomen, puisqu'il permet de traiter des tumeurs particulièrement difficiles à atteindre par leur taille ou leur localisation. Ses inventions sont reconnues à travers le monde entier et sa société a même reçu l'équivalent du prix Nobel de la recherche biopharmaceutique. Allez, on continue à parler tech, mais dans un autre domaine. Parce qu'après des années d'euphorie, l'industrie du jeu vidéo traverse en ce moment une tempête sans précédent. Entre licenciements massifs, saturation du marché, modèles économiques sous pression et des régulations aussi de plus en plus strictes, l'âge d'or du gaming semble toucher à sa fin. Mais comment en est-on arrivé là et quelles sont les conséquences aussi pour les joueurs, pour les développeurs et puis pour l'avenir du secteur? Voilà, 3 questions qu'on se pose dans la première partie du talk. Et
donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler en plateau, Alexandre Azria, expert en nouvelles technologies, en intelligence artificielle, fondateur de Le Croissant AI, et Lisa de Bernard, qui est aussi notre chroniqueuse du jour et experte tech. Et Lisa, je vais commencer avec vous parce que, effectivement, comme je l'ai dit en introduction, depuis 2022, l'industrie des jeux vidéo, elle a subi d'immenses vagues de licenciements sans précédent. Les entreprises, après avoir massivement embauché durant la pandémie, se voient aujourd'hui contraintes de réduire leurs effectifs face à un marché de plus en plus saturé, des modèles économiques en déclin, vous allez nous en parler. En tout, c'est quand même pas moins de 11 000 employés du secteur des jeux vidéo qui ont été licenciés dans le monde depuis le début de l'année. Ça, c'est des chiffres du site spécialisé Game Industry Layoffs. Est-ce que ça, c'est inédit ? Alors oui, c'est inédit. En revanche, ce type de crise, effectivement, on en a déjà eu il y a une trentaine d'années autour de l'industrie du jeu vidéo, notamment, comme vous l'expliquez, pour des questions de surabondance, de qualité des jeux vidéo. Enfin, il y a tout un tas de choses qui expliquent effectivement qu'on ne puisse plus, à terme, soutenir des entreprises avec énormément de salariés. Pour donner une échelle, en fait, l'année dernière, on avait 10 500 employés qui étaient licenciés dans le secteur du jeu vidéo. C'est ça. Aujourd'hui, on est aux 3/4 de l'année et on en a déjà beaucoup plus, on en a 11 000. Et pourtant, ce qui pourrait sembler paradoxal, c'est un secteur qui affiche pourtant encore une croissance positive. Ben oui, 0,6% en 2023. Exactement, ce qui correspond en fait à 184 milliards de dollars à l'échelle mondiale de chiffre d'affaires. Ça reste la première industrie culturelle en termes de chiffre d'affaires. Et ça, ce genre de situation s'explique notamment par le fait que on a eu, comme vous le dites, une surabondance de production durant le Covid, puisqu'effectivement, on a eu un bond de 12 heures à 16 heures sur les écrans. Voilà, exactement, qu'on passait sur les écrans. Et aujourd'hui, on est redescendu à 13 heures, ce qui fait que forcément, les gens... Moins de temps pour jouer. Exactement, moins de temps pour jouer. Et donc, les entreprises ont forcément une baisse d'achat et d'utilisation des jeux vidéo. Ben ouais, merci Lisa, vous partagez aussi cet avis. Alexandre, est-ce que c'est la fin de la parenthèse dorée du Covid ? Alors, je ne pense pas que ce soit la fin de la parenthèse dorée du Covid. Je pense juste qu'on arrive, à mon avis, à un tournant, à un turnover. C'est une industrie qui était en plein essor depuis une quinzaine d'années maintenant. Et on voit bien avec l'émergence des studios indépendants depuis maintenant 6-7 mois. À mon avis, on assiste un peu à ce qui s'est passé en cybersécurité il y a quelques années maintenant, à savoir un marché qui arrive à maturation. Ouais. Et ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques mois ou quelques semaines maintenant, des studios comme Ubisoft, Rockstar, ce genre de gens viennent à faire de la croissance externe et rachètent des studios indépendants. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Donc, je pense juste que c'est la fin d'un cycle, peut-être pour le jeu vidéo, et le début d'une nouvelle ère, à mon avis. Qui peut aussi, je pense, s'expliquer par les VC qui donnent moins d'argent aux jeux vidéo en ce moment et qui se sont rabattus sur l'IA. Donc, waterfall effect, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais... oui, une sorte de cascade exactement. Qui se lance effectivement, enfin qui touche en tout cas le secteur des jeux vidéo. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que les grandes entreprises vont acheter les plus petites, mais qu'est-ce qui est intéressant justement dans ces petites entreprises ? Est-ce que ce sont la manière d'aborder le jeu vidéo qui est différente ? Alors, je ne suis pas expert en jeux vidéo. Ce que je vois et ce que je remarque, c'est que ces studios indépendants ont souvent une franchise phare qui explose. Et c'est ce qui explique aussi leur façon de survivre, parce que c'est pas une industrie si simple. Donc, à mon avis, ils vont venir acheter la tête de gondole, l'incorporer à leur service, exactement comme ce que font les startups tech, qui rachètent des petites startups innovantes pour en faire des scale-up. Ouais. Bah, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Et on le voit d'ailleurs, Sony, par exemple, qui s'était lancé dans le VR, a licencié toute son équipe VR. Donc elle n'y croit plus. Virtuelle. Alors je ne sais pas si elle n'y croit plus, mais à mon avis, le casque virtuel de Meta, par exemple, ou de Apple récemment, a peut-être influencé leur choix de réduire leurs coûts sur ce domaine.
intéressant. C'est un secteur effectivement intéressant, tout ça est en bouleversement et en changement. Lisa, cette crise, est-ce qu'elle pourrait aussi être l'occasion de revoir certains codes de l'industrie, et notamment le coût des jeux? Je pense notamment à Phil Spencer, le PDG de Xbox, qui a indiqué que cette vague de licenciements est liée notamment, je le cite, à un manque de croissance du secteur. Quand vous avez une industrie qui devrait être plus fragile l'année prochaine et que vous avez beaucoup de sociétés cotées en bourse, ce qui est examiné, c'est l'aspect des coûts, parce que si les revenus n'augmentent pas, alors ce sont les coûts qui sont remis en question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les jeux vidéo aujourd'hui, ça coûte trop cher? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu abusé? C'est toute la question. Si on prend par exemple le dernier Spider-Man sur PlayStation, il a coûté 300 millions de dollars, soit 3 fois plus que la version précédente. Ah oui. On est en fait dans une ère où effectivement on a des équipes de plus en plus importantes dans le développement. Donc ça influe des coûts. On a des temps de développement qui sont multipliés. On a une volonté du coup des studios d'investir de plus en plus en n'ayant pas forcément en fait les retours nécessaires, en sachant que si on reparle par exemple de la crise du Covid, qui a permis effectivement d'avoir plus de personnes qui jouent, il faut aussi prendre en considération qu'elle a été suivie d'une crise économique. Et que les gens n'ont plus forcément l'argent pour pouvoir investir dans les jeux vidéo. Si je me permets 2 secondes de rebondir là-dessus, depuis Fortnite, qui avait explosé en 2017-2018, il y a eu ce qu'on appelle le free-to-play, avec des microtransactions, du micro-abonnement. Et ce genre de business model montre des signes de fatigue. Donc je pense que c'est ça aussi qui explique le fait d'avoir moins de croissance. Les jeunes entre 15 et 20 ans ont peut-être un peu plus de mal à demander à leurs parents 15-20 euros par mois pour venir acheter un skins, donc un habit pour améliorer leur expérience de jeu. C'est des achats assez futiles, on peut dire ça. Ouais. Donc, à mon avis, ça ne devient pas une priorité pour les parents. Ça veut dire que les jeux vidéo, ils sont de plus en plus chers, de plus en plus longs, de plus en plus sophistiqués aussi, alors qu'en fait, les jeunes, vous le disiez, Alex, sont en fait plutôt en quête de quelque chose de plus simple. Un jeu facile et surtout gratuit, tant qu'on y est. C'est ce qui s'était passé avec Fortnite, qui avait fait naître ce free-to-play, encore une fois. Donc, on pouvait télécharger le jeu complètement gratuitement, y jouer aussi de manière complètement libre, mais si on voulait améliorer notre expérience, on pouvait acheter des armes ou des habits, etc. Donc, et en fait, ils ont fait leur modèle là-dessus et beaucoup ont suivi. Maintenant, je pense qu'on arrive encore une fois peut-être à la fin d'un cycle. Avec l'IA aussi, pour le coup, on pourra faire d'autres choses, ça pourra réduire les coûts. On est capable maintenant de créer, par exemple, des gens dans le fond du jeu vidéo de manière beaucoup plus simple et moins chère. C'est vrai que cette intelligence artificielle, elle vient aussi révolutionner quelque part le secteur et peut-être l'aider. On l'espère en tout cas pour passer la vague. Merci en tout cas à tous les deux. On va continuer à échanger ensemble sur un autre sujet. Vous allez le voir, mais d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Spend some time away, getting ready for the day you're born again. Spend
Excuse me, what the fuck? De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Alexandre Azria, expert en nouvelles technologies, en intelligence artificielle aussi et fondateur de Le Croissant AI. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Lisa, que s'est-il passé cet été dans le monde de la tech? Après quelques semaines de déconnexion est venu justement le moment de revenir sur les temps forts des 2 derniers mois et on va commencer avec ce qu'on peut appeler un gros dossier, la campagne présidentielle aux États-Unis. On va en parler dans un instant, mais elle bat son plein sur les réseaux sociaux et ça a signé aussi l'arrivée de Kamala Harris sur TikTok avec, je crois, un grand succès. Et effectivement, Kamala Harris se concentre plutôt sur le jeune public. Fin juillet, celle qui n'était pas encore officiellement la candidate de son parti a fait une entrée remarquée sur TikTok. En 24 heures à peine, elle a réuni 1,6 million d'abonnés et accumulé quasi 5 millions de vues sur sa toute première vidéo. Depuis, son compte ne cesse d'augmenter en abonnés, se rapprochement doucement des 5 millions. Mais ce n'est pas tout, puisque pour la première fois de l'histoire, la Convention démocrate a ouvert ses portes à 200 influenceurs et créateurs de contenu durant 4 jours. Du 18 au 22 août, à Chicago, des centaines de jeunes ont diffusé des images de la Convention sur leurs réseaux sociaux avec plus de 30 millions de vues générées dès le premier soir. Le parti s'assure une toute nouvelle visibilité auprès du jeune public. Reste à savoir si cette stratégie sera payante dans les urnes. Effectivement, c'est un autre sujet, une affaire qui a paralysé le monde aussi durant quelques heures. Le 19 juillet dernier, Lisa, la panne informatique de Microsoft, entreprises, administrations, aéroports et même hôpitaux. Personne n'avait été épargné par la mise à l'arrêt de Windows. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Eh bien, en premier lieu, on connaît le coupable. Il s'agit d'une entreprise de cybersécurité dont le logiciel Falcon est utilisé par des centaines d'entreprises dans le monde, notamment pour se prémunir des logiciels malveillants et des failles de sécurité. Et c'est une mise à jour, tout simplement, en fait, de ce logiciel qui a provoqué le bug d'environ 8,5 millions d'appareils à la mi-juillet. Une erreur qui a coûté cher. Une étude de l'assureur Parametrics estime le coût à au moins 5,4 millions de dollars pour les 500 plus grandes entreprises mondiales. Windows, qui cherche à rassurer, organisera une conférence sur la sécurité le 10 septembre prochain. 5,4 milliards de dollars, effectivement, c'est énorme. Mais dans un tout autre registre, Google a défrayé les chroniques aussi cet été, jugé coupable de pratiques anticoncurrentielles. Le géant américain est sérieusement menacé. Et oui, et c'est la première condamnation de ce type depuis 20 ans et elle pourrait être lourde de conséquences puisque la justice américaine envisage sérieusement le démantèlement de la société. Plusieurs scénarios sont envisagés. La dissociation, par exemple, du système d'exploitation mobile Android, dont Google est l'un des sponsors, mais aussi le fait de séparer le navigateur Chrome du reste des activités de Google ou encore d'empêcher la signature de contrats avec les fabricants de smartphones qui, jusque-là, imposaient l'installation de widgets et du moteur de recherche directement sur les téléphones sans possibilité de suppression. Et alors, c'est une autre menace aussi qui pèse sur Google, l'entreprise d'intelligence artificielle OpenAI, dont on parle régulièrement ici sur le plateau, a dévoilé son moteur de recherche baptisé SearchGPT. Oui, il n'en est qu'au stade de prototype et pourtant, il a de quoi faire trembler Google. Le moteur de recherche d'OpenAI, boosté à l'IA, devrait offrir aux utilisateurs des réponses rapides et actualisées grâce aux informations piochées directement sur le web. Les internautes
pourrait également lui poser des questions complémentaires comme il le ferait dans une conversation et profiter bien entendu de liens vers les sources pertinentes. En revanche, aucune date de sortie n'a encore été dévoilée pour le moment. Bon, autre sujet aussi discuté sur WhatsApp sans avoir à donner son numéro de téléphone ou même pouvoir décider de qui peut rentrer en contact avec nous. Voilà ce qui devrait bientôt être possible. Lisa, 10 ans ou plus. Pardon. Il n'y a pas de souci. Et là, c'est une mise à jour qui en est à sa phase de test philippine. Depuis lundi dernier, des bêta-testeurs bénéficient de 2 nouvelles fonctionnalités dans le but d'améliorer la confidentialité de l'application. L'une permet tout simplement de masquer son numéro de téléphone au profit d'un pseudo. Plus besoin donc de délivrer le précieux sésame à tout le monde pour être contacté. L'utilisation du pseudo, qui restera en revanche une option, permettra également aux utilisateurs de définir en amont qui peut les joindre. Si une personne ne fait pas partie de votre répertoire, vous pourrez tout simplement lui demander de rentrer un code PIN lors de votre premier échange. Et puis Lisa, pour parfaire votre récap de l'actualité tech, on va terminer avec un record. Et oui, c'était le 14 juillet dernier à l'occasion du feu d'artifice de la fête nationale. 1571 drones ont volé simultanément dans le ciel de Disneyland Paris. Un exploit qui a permis de recréer l'avatar de la célèbre souris aux grandes oreilles et au parc de rentrer dans le Guinness Book. C'est une entreprise française qui fait tout ça. Merci infiniment Lisa pour cette chronique. Et puis on va continuer à parler ensemble et avec notre prochain invité, Guillaume Gralet, le rédacteur en chef Tech et Sciences au point, d'un autre sujet, la campagne américaine. On démarre tout de suite la deuxième partie du talk. Et on va changer de sujet maintenant, direction les États-Unis. Et pour en parler, on est toujours évidemment avec Alexandre Azuilla, avec Lisa de Bernard. Et puis on a l'immense plaisir aussi d'accueillir en duplex avec nous Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Tech et Sciences au point. C'est un plaisir de vous accueillir. Puis c'est une émission que vous connaissez bien aussi. Vous étiez contributeur régulier et chroniqueur dans des saisons précédentes. On va parler maintenant des États-Unis et notamment de la campagne américaine parce que dans la nuit du 12 au mardi 13 août, Elon Musk a interviewé Donald Trump sur son réseau social X. À 3 mois de l'élection présidentielle américaine, le milliardaire a en effet annoncé publiquement soutenir le candidat républicain. Et tout ça fait notamment suite à la tentative d'assassinat à l'encontre de l'ancien président des États-Unis durant un meeting, vous savez, en Pennsylvanie, un mois plus tôt, lors de laquelle son oreille droite a été touchée par une balle. Peut-être une première question pour vous, Guillaume, pour commencer et lancer le sujet. C'est vrai que Elon Musk, si on parle de tech, on est obligé de parler d'Elon Musk. C'est une figure publique aujourd'hui dans le domaine et il a souvent nié toute ambition politique, directe en tout cas. Mais à quel point, selon vous, ses actions récentes, notamment son soutien à Donald Trump, suggère-t-elle le contraire, selon vous? Oui, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu l'impression, Philippine, de voir une accélération en ce moment. C'est-à-dire que Elon Musk, il a une histoire très intéressante, que sa mère lui rappelle d'ailleurs régulièrement lorsqu'il dit un peu n'importe quoi, ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent. C'est que lui-même est immigré, donc il est passé de l'Afrique du Sud par le Canada avant d'aller aux États-Unis. Et il explique souvent, il dit souvent, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'étais plutôt de gauche, plutôt libéral, comme on dit aux États-Unis. Et lorsqu'il a acheté Twitter, X aujourd'hui, ce qui a pris pas mal de temps, ce qui a suscité pas mal de remous, eh bien, il a souvent dit moi, j'ai pas de parti, je suis pour la liberté d'expression, je veux qu'il n'y ait pas de tabou. Or, lorsqu'on observe de plus en plus ces déclarations, alors il y a des... Encore une fois, c'est un très bon entrepreneur, vous l'avez dit, Philippine, mais c'est quelqu'un dont les propos ne peuvent plus du tout laisser indifférent. Il a des propos assez déplacés, notamment au niveau sanitaire, lorsqu'il explique que les vaccins, c'est pas forcément toujours utile, etc. Mais au niveau politique, il se cache de moins en moins et on sent qu'il penche effectivement de plus en plus du côté tout simplement de Donald Trump. Et un dernier élément historique peut-être, avant de plonger dans le débat, c'est qu'il fait partie, Elon Musk, de ce qu'on appelle la PayPal Mafia. Donc c'est un groupe d'entrepreneurs américains qui a essaimé, qui a participé à la création de PayPal, qui lui a donné d'ailleurs sa fortune, ce qui lui a permis d'investir dans d'autres entreprises, dont Tesla. Il n'était pas au tout début de Tesla, mais il a rejoint l'aventure assez vite. Et dans cette mafia PayPal, eh bien, on voit plusieurs entrepreneurs très républicain, libertarien, c'est-à-dire qu'on veut se passer d'un État et on est proche des visions de Donald Trump. C'est le cas par exemple de Peter Thiel, Peter Thiel qui a participé à la première campagne, à la première présidence de Donald Trump.
Merci beaucoup Guillaume pour ces éléments de contexte effectivement essentiels avant de lancer le débat. Est-ce que vous partagez cet avis, Alexandre? Je vous voyais hocher de la tête. Vous aviez entendu parler de cette mafia PayPal? Oui, elle est assez reconnue dans la tech. Oui, c'est une mafia qui est assez controversée. Ouais. Il y a Reid Hoffman aussi, le CEO de LinkedIn, qui fait partie de cette PayPal mafia. C'est des gens assez clivants qui ont souvent un regard sur notre société assez radical. Et on le voit en ce moment avec Elon Musk. Après, moi, je pense que Elon Musk, en tout cas, c'est mon humble avis, n'est pas du tout intéressé par un rôle de conseiller ou de ministre pour Monsieur Trump. Qu'on lui a proposé, hein. Enfin que Donald Trump lui a proposé, effectivement. Mais à mon avis, c'est plutôt du marketing pour ramener les gens sur sa plateforme. On l'a vu d'ailleurs, Musk a remis Trump sur X, alors qu'il était banni depuis 2-3 ans, je crois maintenant. Donc bon, à mon avis, ça reste un tour de passe-passe en attendant cette élection présidentielle qui est très importante pour les États-Unis. Maintenant, je vous donne un exemple. Trump, qui était dans sa première campagne complètement contre les voitures électriques, avait fait beaucoup d'interviews là-dessus, a complètement changé de sujet en l'assumant, en disant écoutez, Musk me donne 45 millions par mois pour ma campagne, donc j'ai changé d'avis. Et donc en fait, ça reste un travail de fond, un travail comme Elon Musk reste un entrepreneur de business. Vous partagez cet avis, Lisa? Je vous vois hocher de la tête là aussi. Je hoche la tête et en même temps, je pense qu'on est face à deux personnages qui sont quand même très difficiles à sonder, que ce soit Trump ou Musk. On a un peu de mal à savoir ce qui se passe dans leur tête. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, Musk reste un entrepreneur et qu'effectivement, je pense qu'il y a une volonté d'attirer effectivement des investisseurs républicains à ses côtés en soutenant Donald Trump, ce qu'il n'avait pas fait par le passé, puisque initialement, il avait soutenu Joe Biden lors de la précédente présidentielle. Aujourd'hui, il a un peu retourné sa veste. Donc, ça peut s'expliquer par une dimension entrepreneuriale. En revanche, il ne faut pas oublier quand même que Elon Musk, lorsque Donald Trump était président en 2017, avait été amené à entrer dans des conseils consultatifs de la Maison-Blanche, qu'il avait d'ailleurs fini par quitter puisqu'il ne s'accordait pas sur tous les sujets avec Donald Trump. Mais il avait déjà quand même cette ambition, en politique, en fait, voilà, exactement, qu'il a toujours eu d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, en décidant d'investir avec le rachat de X, c'est aussi une manière de contrôler l'opinion publique et de pouvoir s'exprimer sur les sujets qui lui importent. Et c'est des sujets politiques aussi. Alors justement, merci beaucoup à tous les deux. Et on va revenir vers vous, Guillaume. On parle de maîtrise, de contrôle de l'opinion publique. Avant son interview avec Donald Trump, justement, Elon Musk a été visé par une lettre de Thierry Breton, le commissaire européen au numérique. Ce dernier tenait à rappeler justement au directeur général de X les obligations de modération évidentes sur le réseau social pour éviter, je cite, l'amplification de contenus dangereux. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans cette émission, le DSA, le Digital Services Act, qui est un règlement européen dont le but est de diminuer la diffusion de contenus illégaux et d'instaurer un peu plus de transparence aussi entre les plateformes en ligne et leurs utilisateurs. Guillaume, est-ce que vous pensez que Elon Musk respectera ses obligations à l'avenir, notamment avec peut-être une idée politique en tête, ou il va les contourner pour servir plutôt ses propres intérêts ? On aimerait bien, le souci, c'est qu'on aimerait bien qu'il respecte tout ça, c'est quand même très important, même si X, beaucoup de gens annonçaient quitter X, on voit bien que les alternatives, comme Blue Sky ou Mastodon, ont vraiment du mal à décoller, à s'imposer auprès des leaders notamment qui s'expriment et dont on recherche la parole. Alors, il y avait eu cette fameuse poignée de main où Thierry Breton était allé chez Elon Musk, il avait mis tout ça en scène. Au départ, ça partait très bien, mais on connaît le côté libertaire d'Elon Musk, son côté peut-être parfois un peu grossier, où il a répondu récemment, juste avant un débat qu'il allait mener sur X avec Donald Trump, et lorsque Thierry Breton l'a mis en garde, il a dit si j'étais grossier, voici ce que je répondrais. C'était une manière indirecte quasiment d'envoyer balader le commissaire européen. Donc je pense qu'il va jouer sans cesse dans la provocation, c'est-à-dire qu'il va pas totalement y aller frontalement, parce qu'il sait bien que l'Europe, ça représente encore un grand marché pour X, notamment
c'est très important pour les annonceurs qui cherchent à faire revenir, mais il va aussi toujours garder ce petit côté, cette image de rebelle, et je pense que, en tout cas, qu'il n'obéira pas de manière très spontanée aux obligations du DSA dont vous parliez, Philippine. Vous partagez cet avis, Alexandre? Oui, surtout que si on revient dans l'historique, il rachète X en 2022, en octobre 22, quelque chose comme ça, il licencie un tiers de l'équipe responsable de la modération du réseau social. Je pense que sa stratégie sur X, c'est une plateforme clivante pour que les gens viennent sur cette plateforme, échangent. Haters ou pas haters, ça l'importe peu. Et donc, à mon avis, c'est cette stratégie très américaine, en fait. Créer du buzz. Exactement, exactement. La concentration du pouvoir médiatique aussi et de la communication dans les mains d'une personne, Guillaume, comme Elon Musk, est-ce que ça représente d'une manière ou d'une autre un risque pour la démocratie et pour la société? Oui, c'est-à-dire qu'on voit ça souvent dans le numérique. C'est toujours le winner takes it all, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prime aux leaders, et c'est peut-être un petit peu dommage. C'est-à-dire que je reviens sur Blue Sky, donc, qui a été créé par Jack Dorsey, avec donc, un des co-créateurs de Twitter du départ. Si vous n'avez pas cet effet de masse, cet effet de réseau, eh bien, vous n'arrivez pas à peser, vous n'arrivez pas à attirer les personnes importantes. On a vu ça aussi chez Threads, lancé par Meta, la maison mère de Facebook. Donc c'est un petit peu dommageable, surtout dans un univers qui est dirigé, c'est le cas en ce moment par ces réseaux sociaux, par des personnes qui disent adorer la compétition, la concurrence, dire que ça leur permet d'innover. Et c'est un peu dommage qu'effectivement il n'y ait pas de réelle alternative. Alors peut-être... Mais bon, c'est un débat un peu plus long. On pourrait souhaiter qu'il y ait davantage de financement en Europe, davantage d'achats européens. On parle souvent du Small Business Act, mais effectivement, c'est dommageable pour le débat public qu'il n'y ait pas davantage de plateformes ou en tout cas de médias qui s'imposent dans ce domaine. Merci Guillaume. Et effectivement, on va voir ensemble au cours des prochaines semaines et des prochains mois, parce que ça arrive vite, quel impact aussi ça va avoir. Tout ça et ce contrôle de l'opinion publique sur les élections américaines. En tout cas, merci infiniment à vous, Guillaume Gralet, d'avoir été parmi nous aujourd'hui en duplex. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef Tech et Sciences au Point. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Alexandre Azria, expert en nouvelles technologies et intelligence artificielle et fondateur de Le Croissant AI. Et merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Lisa de Bernard, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès demain sur School TV. D'ici là, prenez bien soin de vous.